Bonjour à tous, merci d'être présents sur The French Boat. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir quelqu'un qui ne joue pas à YouTube. Il en a littéralement fait son business. Hervé, mon invité, c'est Hervé Delagne, le cerveau derrière, YouTube Business. Pour ceux qui ne connaissent pas Hervé, il a démarré en livrant, des pizzas et il a senti le plein potentiel de YouTube. Aujourd'hui, il cumule, près de 10 ans d'expérience sur la plateforme, donc c'est magique, on le voit derrière lui, il y a tous ces voilà, alors c'est des trophées, mais je pense que c'est important, d'avoir ce genre de choses quand on fait partie de cet écosystème et avec YouTube Business, il a une promesse simple mais radicale, t'apprendre à monétiser, YouTube, sans montrer ton visage, voilà et ce que je trouve intéressant, moi, avec Hervé, c'est, pas seulement, la partie performance YouTube, mais plus, le cerveau, entrepreneur qui met en place et la manière dont il le voit sur le long terme, voilà. Il a utilisé YouTube, pour investir dans l'immobilier. Il a subi des pertes, on parlera peut-être d'un échec, avec un salon de coiffure, voilà. Donc c'est une réalité aussi, c'est que le chemin fait qu'il y a des échecs et qu'on voit la réussite, mais pas, le travail derrière. Il a continué à automatiser, déléguer et créer une vraie liberté. Et puis aujourd'hui, on va vous parler stratégie, on va vous parler système et intelligence artificielle. Hervé, bienvenue dans le podcast. Eh beh, quelle, présentation! Waouh, va falloir assumer derrière, derrière une intro pareille. Je vois que tu es bien renseigné. Je savais pas que tu avais autant bossé le dossier. Donc oui, comme tu l'as dit, YouTube, moi j'ai commencé en 2012 en fait. Donc ça fait même plus de 10 ans maintenant, à une époque où la plateforme était totalement différente, tout était différent en fait, même les réseaux sociaux en tant que tels. Et en effet, j'ai utilisé YouTube, comme un levier. Donc déjà, j'ai développé ça au maximum et après, pour aussi peut-être sécuriser un petit peu, j'ai cherché à diversifier et notamment, comme tu l'as dit, dans l'immobilier. Alors à la fois, à l'étranger, c'est-à-dire Andorre, là où je me suis expatrié en 2014, hein. Moi, YouTube, ça démarre en 2012. Comme tu l'as dit aussi, à un moment donné où je suis étudiant slash, livreur de pizza et c'est pour moi, ça changera radicalement ma vie. Deuxième chose qui changera ma vie, le fait de m'expatrier en 2014. Je faisais partie un peu de la première génération aussi à s'expatrier et surtout en Andorre. On n'en entendait pas du tout parler. Et c'est là où en 2016-2017, je vais m'intéresser quand même à l'immobilier, à la fois, en Andorre sur des appartements, on va dire un peu classiques et en France quand même, étant donné qu'on maîtrise la langue, tout ça, l'effet de levier, il y a pas mal de choses à faire là-bas aussi. Ça sera sur des immeubles de rapport, voilà. Mais comme tu l'as dit, ça n'a pas été un chemin, sans embûches. Il y a eu forcément des réussites, mais aussi des échecs, ouais. Super, merci pour toutes ces précisions. On va parler un petit peu rentrer dans le vif du sujet, on va parler d'intelligence artificielle. C'est un peu The French Bot, c'est le cœur de notre métier, même si j'adore l'immobilier, hein, on va passer, au sujet de The French Bot. C'est en quoi, l'IA a changé ta méthode de fonctionner, sur YouTube, sur, par exemple, la recherche de sujets, sur les scripts, sur les vignettes, les miniatures, qu'est-ce qui a changé dans ta création? Alors, c'est assez drôle parce que c'est vrai que moi, du coup, je lance un accompagnement. C'est plus qu'une formation. Je me situe, si tu veux, un peu entre la formation et le coaching. Tu vois? Formation, c'est, on achète une formation et puis bonne chance. Le coaching, tu as vraiment quelqu'un qui va faire le suivi. Bon, moi, si tu veux, je fais le suivi 7 jours sur 7. Je réponds aux messages, mais pas en appel, par écrit ou par vocaux, voilà. Donc je lance ça, si tu veux, fin 2023 et je t'en parle parce que c'est au moment où justement, on entend parler un petit peu de l'IA. Alors moi, quand je lance la formation, c'est vraiment pour apprendre aux personnes à faire la même activité que je fais depuis 2012, tu vois? J'ai accompagné de nombreuses personnes sur mon parcours, c'est logique, que ce soit des camarades de classe avec qui j'avais gardé contact, des gens que j'ai rencontrés. Bref, j'ai aidé beaucoup de personnes aussi à se lancer sur YouTube. Moi, je fais, le YouTube sans visage, c'est-à-dire je ne me montre pas sur YouTube, sauf sur maintenant les quelques chaînes où je parle de cette activité. Mais de base, je sais pas si ta communauté voit un peu ce qu'est YouTube sans visage, mais ça va être, compilation meilleurs moments, football. Enfin, c'est avec ça que j'ai commencé. Maintenant, on a diversifié. Il y a énormément de thématiques où tu peux apporter de la valeur, raconter des histoires et tout ça sans avoir à te montrer. Donc, c'est quand même hyper puissant et c'est vrai que j'ai fait tout ça sans IA parce que, l'outil n'existait pas. Par contre, en 2023, je lance cette formation qui n'est pas hyper orientée intelligence artificielle à la base parce que moi, je faisais sans, mais quand même, je sens qu'il se passe quelque chose et je surveille ça quand même de très, très près parce qu'en effet, ça commencera, comme tu le dis, par les LLM, les modèles de langage qui vont permettre de créer donc des scripts
quasiment en claquant des doigts. Là où vraiment avant, bah, il fallait quelqu'un de compétent qui allait y passer du temps et puis, tu vois, quand tu délègues à quelqu'un, c'est pas pour vérifier ce qu'il va faire derrière, à la lettre, là, littéralement. Donc c'était dur de trouver quand même des gens sérieux qui faisaient ça bien, qui savaient capter l'attention et cetera. Et là, maintenant, tu entends parler d'IA qui arrive quasiment à le faire aussi bien, si ce n'est parfois même mieux dans certains cas. Donc je surveille ça de très près, mais encore une fois, moi je fonctionne comme ça, toujours étape par étape. Ça sert à rien de se précipiter si c'est pour faire machine arrière et cetera. Donc on y va toujours, crescendo. Quand même, bah, on commence par l'intégrer petit à petit. Ensuite, ce qui est arrivé rapidement, c'était les images. Donc au début, pareil, tu sais, c'est assez drôle parce qu'au début, ça fait sourire. On voit des images, bon OK, c'est cramé, que c'est de l'IA, la personne, elle a 6 doigts au lieu de 5 et cetera. Et puis aujourd'hui, quand même, quand on voit 2 ans plus tard où on en est, bah, ça fait plus peur à certains que rire à l'époque, tu vois? Et c'est vrai que ça, pareil, on l'a intégré, dans nos process de création. Alors pas dans le but de forcément casser les coûts, parce que oui, une IA coûte beaucoup moins cher qu'un prestataire classique, mais plutôt dans le sens où ça va être des outils qui vont être utilisés par nos prestataires. Alors ça prend du temps, hein, parce qu'il faut les former bien sûr à tout ça, mais derrière ça devient encore plus puissant et une personne peut abattre encore plus de tâches, quoi. Et puis, bah, maintenant on est carrément sur la génération de vidéos et c'est vrai que tout ça bouge très, très vite. Donc forcément, bah, ces nouveaux process que je me mets à utiliser avec mes équipes, parce que je ne l'ai pas dit, mais aujourd'hui donc, je suis à la tête d'un réseau de chaînes et je délègue la plupart des tâches. Moi, je vais superviser un petit peu, faire le point avec quelques managers. Mais en fait, en 13 ans d'activité, j'ai vraiment scalé le truc à fond et c'est un peu un système où en gros, ça fait une pyramide. Moi, je suis tout en haut, je délègue des tâches à des personnes qui elles-mêmes délèguent des tâches et cetera et cetera. C'est comme ça qu'on arrive à gérer autant de chaînes. Et du coup, c'est vraiment ce que j'enseigne, aux personnes que j'accompagne et bien évidemment, aujourd'hui, je fais de la veille active et j'ai même des personnes dans mon équipe qui sont dédiées à faire cette veille, à tester les outils et à communiquer auprès des membres, ce qui est le plus efficace actuellement. Et ça bouge très, très vite en plus de ça, quoi. Super intéressant. Ouais, donc tu as toute une pyramide ou plutôt une structure que tu as mis en Un place. écosystème, ouais, c'est ça. Et donc, des gens que tu formes aussi, un peu à la manière dont tu veux qu'ils utilisent, l'IA. Sur une chaîne automatisée, jusqu'où, automatiser sans perdre, cette partie d'âme humaine, c'est-à-dire sans perdre, cette petite touche d'humanité qu'on a? Est-ce qu'il y a des limites que tu t'es fixées là-dessus? Alors, c'est moi qui les fixe ou aussi un peu YouTube? Parce qu'en réalité, là, on a fait un atelier dernièrement, puisque je fais des ateliers une fois par mois avec tous les membres de l'accompagnement. C'est en direct et après il y a un replay dans leur espace formation et donc là, le dernier atelier, dis-toi que moi, je suis aussi bien sûr ce qui se passe dans l'IA, mais je suis pas non plus un expert de l'IA et donc il y a certaines choses, je vais peut-être pas être légitime à en parler. Autant je peux te parler de YouTube, autant aujourd'hui, l'automatisation avec l'IA, forcément on l'utilise, mais je suis pas un expert là-dedans. Et beh, du coup, ce dernier atelier, je l'ai fait, je l'ai co-animé avec un expert justement, qui est venu nous montrer alors je pense que ta communauté connaît peut-être, du N8N bien sûr, Bien sûr. mais poussé quand même à l'extrême et je rebondis là-dessus parce que tu me parles d'automatisation. Alors là, ça va très loin et je pense qu'il y a quand même certaines limites à peut-être pas dépasser. Mais là, pour te dire, on fait une machine qui va générer du prompt et du prompt. Bien sûr, il y a un cadre. Donc nous, simplement à partir de deux trois mots clés, ça nous fait les prompts qui font les images, qui font les vidéos, qui fait une musique. Tout ça est assemblé, on a le MP4 qui sort de l'autre côté et on pourrait même aller plus loin, avec les API YouTube, on pourrait même faire que la vidéo s'upload, le SEO se met et elle se programme. Tout ça parce que, 5 minutes avant, tu as tapé 3 mots-clés, dans un Google Sheet, quoi, voilà. Donc on peut automatiser énormément de choses. Après, YouTube a toujours un discours et ça, ils l'ont depuis le début, hein. YouTube se veut être une plateforme de qualité. Ils font aussi ça pour, parler auprès des annonceurs, tu vois? Parce que mine de rien, l'écosystème YouTube est fragile. On l'a vu à plusieurs reprises et aujourd'hui, c'est vraiment, bah, les annonceurs qui font vivre la plateforme, tu vois? En injectant de la publicité. Je rappelle que le modèle de YouTube, c'est les annonceurs payent. YouTube prend 45 des revenus pour eux et 55 sont reversés aux créateurs. C'est comme ça d'ailleurs qu'on fait de l'argent sur YouTube pour ceux qui se demandent avec les publicités, qui est le modèle selon moi, on va dire le plus passif. Parce qu'en fait, on s'occupe de rien, on fait juste des vidéos et c'est YouTube qui gère entièrement quelle pub, quel machin. Placement de produits, pourquoi pas, mais c'est autre chose et ça demande un peu plus d'investissement de temps. Et donc, YouTube se doit de communiquer auprès des annonceurs régulièrement en disant, «Regardez, vous pouvez nous envoyer de l'argent pour vos publicités parce que nous, notre plateforme, elle est vraiment de qualité». Et donc vis-à-vis de ça, forcément, l'IA, ça vient redistribuer un peu les cartes. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont abuser de tout ça. Donc YouTube
ils essayent toujours de se montrer un peu fermes vis-à-vis des créateurs et c'est vrai qu'ils vont avoir tendance à dire: «Aujourd'hui, un contenu qui est entièrement automatisé et qui n'apporte aucune valeur, eh bien, il ne sera pas monétisé», tu vois? Et c'est un moyen de décourager les gens qui souhaiteraient faire ça. Donc comment répondre à ça? Bah, c'est simple, on va utiliser l'IA pour soit apporter du divertissement, soit de la valeur et on va quand même faire en sorte qu'il y ait toujours un peu, comme tu dis, un peu une âme dans le contenu. Donc un créateur, quelque part, il faut quand même qu'il y touche un petit peu à ce contenu. Il faut pas que, voilà, ce soit un N8N qui gère la chaîne et qui fasse tout ça, tu vois? Donc il y a quand même certaines limites. Après, quand YouTube émet un doute, ils peuvent, te, entre guillemets, «bloquer» ta monétisation. Là, tu as la possibilité de faire appel. Donc il va falloir faire une vidéo où tu montres ton processus de création et dans 99 des cas, si tu as respecté les règles et qu'en effet, tu expliques bien ton process de création et qu'on voit que c'est pas juste un robot qui fait tout, bien sûr que la monétisation est débloquée et l'aventure continue, quoi. Mais en effet, il y a quand même des règles à connaître et c'est pour ça, j'entends dire des gens, tu vois, qui déforment un peu tout ça et qui disent, «Oh YouTube ne veut plus d'IA». Bon, ça, c'est totalement faux et en plus de ça, YouTube, Google, Google, VO3, Gemini, ils peuvent pas d'un côté, investir des milliards dans le développement d'outils IA et juste à côté nous dire: «Surtout vous les utilisez pas chez nous», quoi, tu vois? Ça a pas de Mmh. sens. Mais voilà, faut que ce soit utilisé de la bonne manière et c'est là où en effet YouTube aujourd'hui, c'est vraiment un business à clé, j'aime bien dire. Parce qu'autant avant, bah, fallait avoir des compétences en montage vidéo, fallait quand même connaître pas mal de choses, la retouche photo, tout ça. Aujourd'hui, ces barrières, elles tombent, elles n'existent plus avec l'IA, tu plus besoin d'avoir cette, technicité, tu vois? Vraiment, tu sais prompter, tu sais faire beaucoup de choses. Maintenant, c'est plus savoir comment ça fonctionne. C'est un peu comme jouer à un jeu de société, faut parfaitement connaître les règles si tu veux, gagner, quoi, tu vois? Super intéressant. Il y a un cadre qui est donné par YouTube, et Oui. parfois des petites subtilités à avoir et si tu n'as pas ces subtilités, ça peut être compliqué de jouer, le jeu. Tu as pas toutes les règles et c'était C'est ça que ça. je vous invite à si vous êtes intéressé sur la création de contenu, à regarder ce que fait Hervé parce que, justement, il va donner de la valeur, par rapport à tout ça. Il va donner des informations et vulgariser un petit peu, ce monde qui peut parfois paraître, ultra complexe et qui l'est. C'est ça. C'est comme tout en fait, quand tu es formé, moi j'avais fait, du coup des formations sur l'immobilier, comme je t'ai dit 2017, je m'intéresse énormément à ça. Bah, je me suis formé, tu vois? J'avais acheté 2 formations à l'époque. En même temps, quand tu as prévu d'acheter, des immeubles de rapport, tu te dis: «Là, si je me plante, ça peut faire très, très mal». Donc la petite formation, tu es bien content de la prendre. Mais je dirais YouTube ou d'autres, en fait, c'est un petit peu ça, c'est problématique, solution, problématique, solution. Sauf que si tu as pas les solutions, bah, tu bloques et puis on a plein, on n'y pense pas, mais tout le monde a des barrières limitantes, des croyances aussi. Donc moi, je vais passer mon temps à défaire ces fausses croyances qu'on a entendues à gauche, à droite et cetera. Je pourrais t'en citer quelques-unes, hein, mais tu vois, par exemple, certaines personnes vont te dire que pour publier à l'étranger, sur YouTube, si toi tu habites en France, eh beh, il va falloir utiliser un VPN. Parce que si tu publies depuis la France, YouTube, va proposer, ton contenu à une audience française. Ça, c'est totalement faux, tu vois? Donc je passe mon temps à défaire des fausses croyances comme ça, pour qu'on puisse avancer. Parce que tu as quand même des gens qui donnent du conseil et des faux conseils et ça, je pense, c'est pire que tout. Autant rien dire que donner une fausse information parce que la pauvre personne qui essaye de se lancer, à défaut de ne pas la faire avancer, tu la fais même reculer, tu la fais partir dans la mauvaise direction, tu vois? Tout à Donc c'est fait. pour ça que des fois, écouter, bien se renseigner sur, la personne, ce qu'elle a fait, son parcours et là-dessus, j'essaie d'être assez transparent. Mais c'est vrai que, bah, vaut mieux écouter quand même ce que dit une personne plutôt que plusieurs, parce que tu peux avoir des contradictions sur pas mal de choses. Donc moi, au moins, bon, bah, voilà, je vais dans ma direction. Comme tu dis, il y a une chaîne de tutoriels. Aujourd'hui, on est à 65 000 abonnés. Tous les dimanches, une vidéo. J'ai lancé ça en même temps que la formation. Je me suis dit: «Bah, quand même, le but, c'est d'apporter de la valeur». Donc les gens qui veulent simplement découvrir ça, qui veulent pas payer une formation ou quoi, bah, déjà, vous avez une chaîne que tu mettras, voilà, sans doute en description. Vous savez que c'est tous les dimanches un tutoriel à 13 h, énormément de valeur, c'est gratuit, allez-y. Franchement, il y a pas mal de personnes qui se lancent rien qu'avec ça et qui parfois même financent l'accompagnement après, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais voilà, ça franchement, dites-vous, créer une chaîne YouTube, c'est gratuit. Produire du contenu aujourd'hui avec l'IA, ça peut être gratuit ou alors coûter quelques centimes, quelques euros, mais c'est quand même dérisoire. Moi, j'ai vu l'avant IA, on avait des studios avec qui on collaborait aussi, ça coûtait tellement cher. Tu payes à la minute d'animation pour des studios 3D et ça peut être, 700 € ou plus la minute d'animation. Donc clairement, c'est pas quelque chose que tu fais au début, quoi. C'est quelque chose que tu fais au bout de quelques années et aujourd'hui, bah, ça coûte quelques centimes, quoi. Ouais, sur la technique, on a grandement évolué. Moi, je voudrais insister sur ce point, sur l'aspect,
être présent sur les réseaux et particulièrement YouTube. Nous, on a une page Instagram avec 150 000 abonnés, donc je pourrais vraiment me contenter de ça et de rester sur ces 55 millions de vues mensuelles sur la page Instagram. Mais non, parce que j'estime que, YouTube est un vecteur, ultra, intéressant et que même si parfois on n'a pas autant de matériel pour créer du contenu de qualité, il faut quand même être Mmh. présent et essayer de ton domaine, sa spécificité, de le présenter et d'être en fait, j'aime bien, j'ai pour image, YouTube qui est une bibliothèque et où les gens viennent prendre un livre, le lire et puis, ils le reposent quand ils ont fini, mais tu peux aller retravailler du contenu, aller en rechercher et reprendre ce livre et le relire. Et en fait, c'est ça la force Mmh. pour moi de YouTube et c'est là où Hervé, je pense que même si je devais choisir un seul, canal, pour exposer ce que je fais, ce serait YouTube, parce que j'estime que c'est vraiment sur le long terme ce qui va te permettre d'être visible et de rester, sur internet. Voilà. Là, c'est clair, hein, moi de bon, forcément, je vais prêcher pour ma paroisse. Moi, YouTube, bah, c'est vraiment, mon réseau, de prédilection. Je te dis, j'ai commencé là-dessus à une époque où, les seuls réseaux qu'on avait, c'était Facebook, hein, c'est-à-dire 2012. Les, personnes qui marchaient sur YouTube, c'était quoi? C'était Norman, Cyprien, Squeezie. C'était vraiment le début du YouTube game un petit peu et bah, moi, en fait, pour tout expliquer, j'avais à la base quand même une chaîne d'effets spéciaux. C'est ça qui fait que je me lance. Donc déjà, de base, je suis dans cette, passion de transmettre des tutoriels sous Photoshop, After Effects, Premiere Pro et c'est là où j'obtiens la monétisation. Mais je le faisais même pas pour la monétisation de base, parce que j'ai même commencé en vérité avant 2012. 2012, c'est quand je commence à être monétisé, mais sinon j'avais commencé, ouais, en 2010, tu vois? Une période, où un peu de flottement dans ma vie, où j'avais stoppé les études à un moment donné et du coup là, pour le coup, j'étais que livreur et donc j'avais pas mal de temps à perdre et je m'étais en autodidacte formé, tu vois? À la suite Adobe, en fait, la suite Adobe. Je trouvais ça super et du coup, je faisais des petits tutos que je partageais et donc des gens s'abonnaient, mettaient des likes, je faisais des vues et puis, quelques temps plus tard, bim, la monétisation et là, ça m'a vraiment fait un déclic. C'était un modèle complètement inconnu. C'est-à-dire que quand je suis monétisé, j'avais repris sur un BTS justement design graphique où, c'était exactement ça. On apprenait Photoshop, à faire des logos, des mises en page et cetera et mes camarades de classe qui, eux, n'avaient pas eu cette période, où j'ai été déscolarisé du coup, donc ils avaient 2 ans de moins que moi à peu près, tu vois? Et eux-mêmes, donc j'étais quand même avec des jeunes post-bac, hein, 19 ans, ne comprenaient pas comment je gagnais de l'argent sur YouTube. C'est-à-dire, ils me voyaient en cours, faire mes petits montages, mes petits trucs, ils me disaient: «Mais pourquoi tu fais ça?» Je dis: «Bah, c'est YouTube qui me paye» et on est quand même face à des personnes qui ont 19 ans et qui ne connaissent pas ça, tu vois? Aujourd'hui, tous les jeunes ont compris que sur les réseaux, on peut faire de l'argent. Mais voilà, pour recontextualiser, c'était il y a quand même quelques années et c'était pas du tout commun et je fais vraiment partie de cette première vague à faire de l'argent sur YouTube et en plus de ça, sans se montrer. Donc là, on était vraiment pas nombreux et puis j'ai cherché, ouais, à scaler ça au maximum, à le développer et aussi juste pour contextualiser encore un peu, on sera rapidement 3 en fait, j'aurai rapidement une petite équipe. En fait, il y a ma compagne qui rejoint directement le truc parce qu'on habitait déjà ensemble et puis qui elle aussi était dans les études et un camarade de classe que j'ai rencontré du coup durant ce BTS qui pareil rejoindra le projet. Donc très rapidement, on sera à 3 et ça va aussi être un peu une force parce que ça nous permet de scaler très rapidement, de grossir très vite. Mmh. Moi, je vais superviser déjà et eux 2 vont être beaucoup plus à la production, quoi. Voilà. Très intéressant. Aujourd'hui, les outils concrets, dans ta boîte à outils, IA, quels sont-ils? Qu'est-ce que tu utilises au quotidien? Alors, tu veux dire plus précisément les modèles ou bien Oui, les on va outils de ouais, manière un petit nous, peu générale? non, 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 vraiment les modèles, rentrer dans le concret, OK. ChatGPT, les Alors modèles d'image. ChatGPT, c'est du daily. Franchement, maintenant, je me prends même plus la tête pour tellement de choses, que ce soit pour faire des mails un petit peu pro ou même répondre avec le contexte et cetera. Même les appels, que ce soit, sur YouTube ou d'autres choses. En fait, il y a presque plus d'intérêt à partir de la feuille blanche et à écrire ton mail, tu vois? Tu vas le relire bien évidemment, mais au moins tu es quand même sûr que niveau, orthographe, ponctuation, puis c'est un gain de temps en fait. C'est surtout le temps que tu économises, entre répondre des mails à l'époque où c'était vraiment une tâche, là c'est devenu presque ludique, hein, tu sais, tu mets le contexte. Maintenant je lui écris même plus, je lui parle, tu sais avec le micro même sur l'ordinateur. Je lui dis: «OK, je remets un peu de contexte, voici le mail machin, réponds que». Donc ChatGPT, c'est vraiment du daily, tu vois? Même là depuis 5 mois, je me suis mis sérieusement au sport parce que, bon, du coup j'ai le temps maintenant et en fait, bah, pareil, c'est ChatGPT qui me fait les programmes, qui me fait tout en fait, qui me renseigne sur tellement de choses et je me dis: «Il y a tellement de choses, les gens qui se sont pris la tête à faire ça avant du ChatGPT, waouh!» Tu sais, pour faire des programmes de sport ou autre.
Bref, donc ChatGPT, un incontournable, je pense. Après, il va y avoir de préférence. Il y en a, ça va être Gemini, Claude. C'est vrai que moi, j'aime particulièrement bien ChatGPT, peut-être parce que c'est vraiment le premier que j'ai adopté, on va dire. Et puis, j'aime pas changer d'outil tous les 4 matins. Maintenant, pour ce qui est génération d'images, on utilise beaucoup du Seedream. Je sais pas si je suppose que tu vois? On en a encore un peu moins parlé que d'autres. Seedream, Nano Banana, pour moi, c'est le combo, parfait, surtout avec la nouvelle mage là qu'ils ont sortie. Alors je te dis ça, mais dans 6 mois, tu vois, ça bouge tellement vite que les gens diront: «Mais attends, ça date cet outil». Mais voilà, à l'instant T, c'est ça. Et après pour la création de vidéos, ça dépend, VO3 très bien, du Sora, bah, c'est le Sora 2 parce que ça coûte mais rien du tout. Et sinon, bah, c'est vrai que nous, tu vois, on a toujours, beaucoup utilisé Kling depuis ses débuts, donc on poursuit beaucoup avec Kling aussi. Et après moi, je le présente, dans l'accompagnement, on utilise au lieu de se retrouver avec des abonnements partout, en fait, on utilise des plateformes, notamment une qui est vraiment top, où c'est qu'on va pouvoir, c'est même pas un abonnement en fait, tu vas déposer 5 $, 10 $, 15 $ comme tu veux et ensuite tu vas payer, à la demande. C'est-à-dire que tu veux produire une image Nano Banana, c'est 2 centimes, point final, Mmh. voilà. Tu fais 10 images, c'est 20 centimes. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, il y a pas d'abonnement, c'est dès que tu as utilisé, bah, tout ton argent C'est sur la vrai. plateforme, hop, tu remets OpenRouter? et ça, c'est vraiment bien. Mmh? Sur OpenRouter, c'est mmh. Non, je sais pas si je le dis, allez, je le dis pour ta communauté, c'est sur, Kai, K-I-E, tu vois? OK, OK. Donc franchement, hyper puissant, on a fait tout un atelier dessus et D'accord. alors pour ceux qui veulent s'amuser un petit peu avec du N8N, derrière, tu as toutes les API disponibles. Bah, super. Donc tu peux en gros plug directement Kai à ton N8N et là, tu vas pouvoir, produire énormément de choses. Encore une fois, pour moi, la force de ça, parce que je le voyais bien avec, bon encore, bon, parce qu'on a l'habitude, nous, on a testé, on a des abonnements, sur plusieurs, plateformes, mais, pour la personne qui débute, bah, forcément et c'est ce que j'encourage à faire, c'est de limiter les coûts au début, tu vois? Parce que bon, on peut imagine quelqu'un qui rejoint l'accompagnement, déjà le coût de l'accompagnement et puis après s'il se retrouve à prendre des abonnements partout. Donc moi, je suis aussi là pour, bah, limiter au maximum, les dépenses et puis, bah, lui montrer qu'on peut démarrer avec, quand même, très peu de moyens. Super, c'est très intéressant. Alors pour les gens qui nous écoutent et qui n'auraient pas justement de notion, d'intelligence artificielle et qui souhaitent, se lancer un petit peu dans le grand bain, moi je vais donner 3 choses qui sont assez intéressantes à voir. Donc tu as cité Nano Banana, je trouve que c'est assez, facile à utiliser. Juste avec une adresse mail, on peut l'utiliser de manière gratuite. Donc Nano Banana, c'est intéressant avec c'est Google qui a derrière. ChatGPT bien évidemment, on peut aujourd'hui utiliser la version gratuite, mais on peut aussi passer à un plan à 20 $ par mois, ça fait 17 € par mois, mais le gain de temps, sur les mails, tu l'as dit, mais également sur, de débriefer, c'est-à-dire, on a une idée, de derrière la tête, un projet business ou, simplement, des fois des choses, qu'on veut régler dans notre vie, bah, c'est bien pour débriefer, et après le dernier outil, c'est Notebook LM de Google. Ah oui. Il là, vous lui donnez, que ce soit PDF, que ce soit vidéo, que ce soit audio, vous donnez ça à Notebook LM et lui, il va, bah, en faire il va s'entraîner uniquement avec la base des documents que vous lui donnez. Donc c'est ultra puissant parce que contrairement à ChatGPT, il va pas aller chercher ailleurs. Il va vraiment se baser et donner les réponses, voire même créer des podcasts, des vidéos. Ça, c'est encore d'autres fonctionnalités, mais il va vraiment se baser sur ce contexte, que vous lui donnez et c'est aussi gratuit. Il y a encore Google derrière. Donc c'est les 3 outils Nano Banana pour la création d'images, ChatGPT, pour la partie texte et briefing et puis, Notebook LM pour la partie, voilà, coach, et puis, informations que vous lui donnez, voire même podcast que vous pouvez créer et cetera. Notebook LM, tu as acquiescé, tu utilises un petit peu, Hervé? Alors moi, ça m'a fait rire parce que j'avais un élève justement qui m'avait, tu sais, j'avais sorti un livre, alors attention, sans aucune prétention, hein, première fois que je me prêtais à cet exercice, je l'ai sorti en, avril 2024, donc ça fait déjà un petit moment, tu vois? Et bah, c'était simplement pareil pour expliquer, mon parcours, mais à travers YouTube. Donc je pars vraiment de adolescent, où j'étais, qu'est-ce que je faisais et toujours à travers ce spectre un petit peu de, c'est pas faire de l'argent pour être riche, c'est plutôt, faire de l'argent de manière gamifiée. Moi, j'avais commencé quand j'étais, au collège avec la bidouille de console. Tu vois? Je posais des puces, sur les PlayStation, je flashais les Xbox, tout ça et du coup, je le raconte tout ça parce que c'est quand même drôle et en fait, j'avais donc sorti ce livre, qui est disponible à 1 €. Donc vous le trouverez sûrement si vous cherchez et en fait, j'avais un élève qui a mis ce livre justement dans Notebook et qui me l'a fait sous forme de podcast, tu vois? Il m'a envoyé ça un jour et en fait, je me suis dit: «Putain, c'est dingue» parce que quelqu'un qui veut pas lire, et beh, en fait, ça va vraiment en conduisant, dans les transports et cetera. Tu as une interaction entre 2 personnes, bah, fictives, hein, qui n'existent pas, qui vont du coup, bah, se poser des questions, répondre. Franchement, c'est super bien fait. J'avais même réfléchi sur le coup
Parce que moi, j'ai une chaîne aussi de podcast, mais j'avais réfléchi à lancer une autre chaîne de podcast avec de l'IA. Mais bon, pareil, hein, on est obligé d'arbitrer parce qu'il y a tellement de choses que j'aimerais faire, mais des fois, le temps, entre vie de famille, gestion des chaînes et puis, maintenant l'accompagnement, bon, faut savoir, prendre des décisions, faut Ouais, pas être partout, quoi. je vois ce que tu veux dire. Mais sinon hyper puissant. Hyperpuissant Notebook LM, c'est je pense, numéro 2 juste après ChatGPT dans mon utilisation. Algorithme et rétention, est-ce que l'IA, va pousser, certains formats ou plutôt est-ce que les formats qui sont poussés maintenant sont différents, de l'avant, ChatGPT, de l'avant, intelligence artificielle? Ouais, pas tant que ça en vérité. D'accord. Je te dis, c'est toujours cette règle de on veut de la qualité, on veut pas du contenu répétitif. Tu vois, tu as certaines, personnes, des petits malins et moi aussi j'ai fait ça, tu vois? À un moment donné, tu trouves vraiment la niche, ce qui fonctionne bien. Tu sors une vidéo, 2 vidéos, tu vois que ça prend assez rapidement et puis tu es tenté vite de tomber un peu du côté spam. Tu sais, tu as des gens, ils savent qu'ils spamment et puis tu as des gens, tout doucement, ils glissent un peu vers le spam sans s'en rendre forcément compte. Tu vas commencer à faire des contenus de plus en plus répétitifs et au final, ta chaîne va se retrouver être, un doublon, d'un doublon, d'un doublon, d'un doublon et ça, du coup, YouTube ne veut pas. Donc que ce soit fait avec de l'IA ou pas, en vérité. Sinon, maintenant, oui, ils ont rajouté une petite case, là, quand tu déposes une vidéo, il faut dire si c'est un contenu alors ils appellent ça un contenu altéré, tu vois? D'accord. Alors, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, dès qu'ils utilisent un peu d'IA dans leurs vidéos: «Est-ce que je dois cocher cette case ou pas?» C'est vrai qu'il y a pas mal de cases à cocher maintenant, tu vois? Il y a aussi, suite à des scandales qui avaient eu lieu en 2017, maintenant chaque vidéo déposée sur la plateforme, il faut dire si elle est à destination des enfants ou pas, tu vois? Donc pareil, dans les 2 cas, si tu comprends pas exactement la réflexion qui est derrière, tu peux te tromper et ça peut être quand même dommageable pour le référencement de ta vidéo. Je vais parler rapidement, par exemple, de cette histoire de vidéo pour enfants. Vraiment là, n'importe qui crée une chaîne, qui dépose une vidéo, on va lui demander si elle est pour enfants ou pas. Tu as 3 options dans les réglages de ta chaîne. Soit tu dis: «Ma chaîne est une chaîne pour enfants», donc là, on ne te pose plus la question. Chaque vidéo que tu déposes, la case est précochée. Soit tu dis aussi, «Ma chaîne n'est pas une chaîne pour enfants», donc là, c'est l'inverse. Ou soit tu dis: «Je veux qu'on me pose la question» et c'est le paramètre qui est par défaut. «Je veux qu'on me pose la question à chaque vidéo que je vais déposer sur la plateforme». Donc tu peux aussi laisser comme ça et donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est la réflexion qui est derrière. Heu, Déjà, en vérité, la vraie question, c'est est-ce que ton contenu est exclusivement à destination des enfants? C'est ça la vraie question. Parce qu'il y a plein de gens qui, je sais pas, par exemple, vont faire une vidéo Fortnite, tu vois? Et ils vont se dire: «Ah bah oui, Fortnite, ouais, il y a des ados, il y a des adultes, mais je sais qu'il y a aussi des jeunes, des enfants qui regardent». Donc je coche la case. Attention, erreur fatale numéro 1, parce que là, en fait, en cochant cette case, eh bien, tu te prives des commentaires. On ne peut plus mettre de commentaires sous ta vidéo. On ne peut plus s'abonner avec la cloche. Bref, en fait, YouTube va désactiver toutes les fonctions qui, suivent vraiment, l'utilisateur. Pourquoi? Bah, parce que tu as dit que ta vidéo est à destination exclusivement des mineurs, des enfants et c'est interdit de collecter les datas, sur les mineurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que YouTube en tant que tel est interdit aux moins de 13 ans normalement, tu vois? Après on sait tous qu'il y a plein de jeunes, sur YouTube. Bon, pour les plus jeunes, il y avait YouTube Kids, mais bref et donc tout ça pareil, ça fait suite à quoi? À une décision en fait qui était, en 2017, gros scandale. Bah, il y avait eu trop de vidéos pour enfants où il y avait, n'importe quoi en fait et donc YouTube s'était fait taper sur les doigts par, COPPA. Je sais pas si tu vois? Aux États-Unis, ça protège justement les droits des enfants et là, c'était une amende de faudra rechercher, je sais plus si c'est 70 ou 170 peut-être, millions de dollars, pour YouTube, tu vois? Alors, c'est à la fois beaucoup et pas tant que ça, mais ça a quand même été suffisant pour, forcer YouTube à, mettre une case maintenant sous, chaque vidéo qui est publiée, tu vois? Et donc, attention à pas vous tromper, vous cochez cette case uniquement si c'est que pour les enfants. Donc typiquement, vous apprenez les couleurs, vous apprenez l'alphabet, ça oui, mais une vidéo Fortnite, une vidéo qui peut être visionnée par des petits et par des grands, vous cochez pas. Et pareil, ils ont mis cette case donc pour l'IA. Est-ce que c'est un contenu altéré ou pas? Donc beaucoup de gens se trompent et juste parce qu'ils ont utilisé un peu d'IA à un moment donné, hop, ils cochent la case. Non, en fait, il faut cocher cette case si vraiment, heu, ça peut induire l'utilisateur, en erreur, le tromper. Tu vois? Typiquement, tu fais un faux discours présidentiel, tu vois? Ce genre de choses. Toi, tu le fais à but humoristique peut-être, mais derrière la personne, si elle tombe là-dessus, elle a 55 ans, 60 ans, j'en sais rien ou plus, tu vois? Pas du tout à l'aise avec l'IA, elle y croit, bah, là, oui, il faut indiquer que c'est un contenu généré par IA. Pareil, si c'est vraiment, un lieu existant, que tu as recréé dans le but de tromper un peu le spectateur, tu vois? Sinon après, si tu fais, un truc avec des licornes, qui, sautent par-dessus des lacs, tu pas obligé de cocher la case parce que normalement, on sait que ça n'existe pas. Voilà, donc il faut bien faire attention à ça
et cocher cette case contenu altéré uniquement dans les cas où il peut y avoir tromperie, où on peut duper le spectateur. Voilà. C'est super intéressant. Donc tout ça pour te dire voilà, excuse-moi, mais oui, en effet, les règles, elles changent. Maintenant, YouTube, ça reste un peu la même histoire. C'est, on veut garder l'utilisateur. YouTube veut une seule et unique chose, en fait, c'est garder au maximum le spectateur, donc sur la plateforme et pour ça, toutes les vidéos sont en concurrence et YouTube va donc chercher à mettre en avant les vidéos qui captent le plus l'attention. Voilà. Mais tu vois, ça c'est je rebondis juste sur une chose, tu sais, les gens souvent me disent: «Hervé, pour se lancer sur YouTube, toi tu t'es lancé il y a 13 ans, est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que le marché n'est pas, cristallisé? Est-ce qu'il y a pas trop de concurrents?» Alors là, c'est intéressant parce que dans ce que j'ai dit, il y a plusieurs choses. Cristallisé, pas du tout. C'est-à-dire YouTube ne veut pas que ça soit figé et que ça ne bouge plus. YouTube ne veut pas qu'il y ait la chaîne numéro un de voiture, la chaîne numéro un sur le luxe, sur, je sais pas, la cuisine et cetera et que tout ça ne bouge plus. Pas du tout. YouTube se veut être un écosystème vivant et il veut qu'en permanence, eh beh, il y ait des nouveaux acteurs qui arrivent à s'imposer. Ensuite, la concurrence, eh beh, moi je dis heureusement qu'il y a des concurrents parce que s'il y a pas de concurrents, demain tu m'enlèves tous les concurrents de la plateforme, je ne sais même pas exactement quoi faire. En fait, les concurrents, quand tu sais utiliser YouTube comme il faut, quand tu sais prendre de la hauteur, bah, en fait, il faut se dire que YouTube, chaque minute, c'est des milliers de vidéos déposées, hein, c'est monstrueux. Et en fait, il faut bien se dire que quand tu sais analyser tout ça, et beh, toutes ces personnes qui publient des vidéos là, bah, en fait, ils sont tous en train de faire des crash tests pour nous. Tous, tous, tous. C'est-à-dire, ils font plein, plein de choses différentes et nous, on prend de la hauteur, on regarde ça et on voit ce qui marche. Pardon, et on voit ce qui marche et ce qui marche pas en vérité. Et donc il y a des moyens directement sur YouTube, hein, alors tu peux utiliser des outils tierces, des plugins et cetera, mais ne serait-ce qu'avec YouTube, dis-toi, tu tapes un mot-clé, tu joues un peu avec les filtres, par exemple, tu sais, sur YouTube, tu as des filtres, tu mets, cette semaine, nombre de vues, directement sur certains mots-clés que tu as tapés. YouTube va te montrer les vidéos qui ont donné le plus de résultats sur ces mots-clés, sur cette semaine, sur ce mois-ci, sur cette année. Et là, sans aucun plugin ou quoi que ce soit, juste en utilisant deux trois filtres sur YouTube. Et donc là, c'est hyper puissant parce que tu vas voir, alors après, il y a des petits, il y a des petites choses à noter, tu vois? Par exemple, il faut, s'appuyer sur des chaînes qui sont récentes. Si tu commences à t'appuyer sur une chaîne qui a 500 000 abonnés, spoiler alert, tu auras pas les mêmes résultats qu'elle. Par contre, si tu sais chercher, tu vas trouver des petites chaînes qui ont parfois 3 semaines, qui ont peut-être 600 abonnés et qui ont déjà une vidéo à 50 000 vues, tu vois? Et là, c'est le signe que l'algorithme pousse ça. En fait, c'est ça qu'on va rechercher. C'est vraiment qu'est-ce que l'algorithme pousse en ce moment, qui arrive à s'imposer et heureusement donc qu'il y a ces concurrents qui font tous ces crash tests parce que nous ensuite on fait notre marché. On dit: «Bon ça marche bien mais ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de produire ça». Par contre ce contenu-là, pour moi il y a 3 critères. C'est déjà d'une que ce soit mis en avant, ce que je viens de dire, par l'algorithme. Ensuite, que ça t'intéresse un minimum. Je pense que c'est important au début de faire un contenu qui t'intéresse un peu, sans parler d'être passionné, hein, mais et 3e critère, bah, que tu sois capable de le produire. Parce que encore une fois, si tu as vu un super contenu, avec des animations 3D, tout ça, mais que tu peux pas le faire. Mais honnêtement, s'il y a les 3 critères, let's go, quoi. Donc c'est vraiment le signe que pour se lancer sur YouTube, il y a pas besoin d'avoir une idée, c'est faux, tu vois? Des gens qui ont une idée, pourquoi pas, mais il faudra quand même vérifier cette idée et la confronter au marché, voir si en ce moment ça marche et quelqu'un qui aurait pas du tout d'idée, c'est pas un problème parce que t'inquiète pas que là, il y a suffisamment de personnes qui, au moment où on parle, sont en train de publier plein de vidéos sur plein de sujets et nous, on va simplement demander à YouTube de nous montrer qu'est-ce qui marche là, tout de suite. Là, par exemple, on est en novembre, bah, qu'est-ce qui marche en novembre, en décembre 2025? YouTube, montre-moi, quoi et après on fait notre marché. OK, merci pour ce spectre et ces quelques, petits conseils. Hem Ouais. et on va prendre une question qui est totalement en rapport avec ça. Si tu relançais ton empire YouTube, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, comment tu le ferais? Ou plutôt si tu avais un spectre, IA, qu'est-ce que tu ferais? Bah, honnêtement, c'est ça qui est bien avec les connaissances, tu vois? C'est qu'elles sont dans ta tête. Les chaînes, c'est le résultat de ces connaissances. Mais demain, on me supprime tout, je repars à zéro comme tu dis. Bah, je c'est comme faire du vélo, tu vois? Tu sais faire du vélo, je prends ton vélo, je le jette à la poubelle. Tu rachètes un vélo, tu sais faire du vélo, tu as pas besoin de réapprendre. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc concrètement, bah, je ferais une grosse analyse, une grosse, voilà, étude de marché, hein, comme on peut dire. Je regarderais qu'est-ce qui fonctionne en ce moment. Je verrais peut-être alors imaginons je repars vraiment de zéro, genre j'ai plus de moyens financiers ni rien, bah, je m'appuierai du coup sur du contenu qui va pas coûter trop cher et qui va pas être trop compliqué peut-être au début à faire et après l'idée c'est toujours quand même de tendre vers de plus en plus de qualité. Donc ce que j'aime bien avec YouTube, c'est je le redis, mais créer une chaîne ça coûte 0 €. Demain, tu veux juste faire un site web avec écrit: «Bonjour, je m'appelle Hervé».
une page internet, hein. Il va falloir prendre, si tu veux faire bien, un nom de domaine, donc c'est payant à l'année, un petit hébergement, pareil, c'est payant à l'année, juste pour, mettre une pauvre page web. Là, tu peux créer un compte, uploader télécharger des gigas et des gigas et des gigas de vidéos en 4K, ce que tu c'est gratuit. On te demande pas un seul euro. Quand même, c'est assez dingue pour se lancer. Je trouve qu'il y a quand même, la barrière, elle est très, très basse, tu vois? Demain, moi, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, j'ai lancé donc en 2017, au moment où je faisais l'immobilier, pareil. Je suis dans une phase, il fallait que je lance des trucs, que j'investisse dans le réel. Je lance un salon de coiffure. Bon, bah, c'est un énorme fail, j'ai perdu 70 000 € parce que j'y connaissais rien, parce que je me suis pas formé aussi, parce que j'ai imaginé que ce serait simple. Et là, attention, on est dans le réel, quoi. C'est-à-dire, tout coûte, tu vois? Dès que tu dois modifier quelque chose, acheter du stock, machin, faut payer. Les employés, faut les payer. Là, YouTube, un truc que tu peux faire clairement seul au début. Si tu veux dépasser certaines limites, il faudra peut-être déléguer. Mais ce que j'aime bien, c'est que tu démarres en gratuit, tu génères tes premiers revenus et avec cet argent, tu réinvestis dans ton business, tu vois? Et en plus, tu peux peut-être même te payer un petit peu, même si je pense qu'au début, c'est important de réinvestir pour faire grossir la machine. Donc moi, concrètement, bah, je trouverais des thématiques où il y a du potentiel, où ça coûte pas trop cher. C'est beaucoup de discipline aussi et mine de rien, de l'organisation. On dirait pas, mais il faut être capable de s'organiser un petit peu parce que l'organisation, c'est ce qui va te permettre de gagner du temps, en vérité. Quelqu'un qui n'est pas organisé, qui va se disperser et cetera, comparé à quelqu'un alors au début, c'est normal, hein, la première vidéo, ça va être la plus longue et la plus affreuse à monter. La deuxième, la troisième, la cinquième, ça ira de mieux en mieux et puis la dixième, il y a des automatismes, des petits réflexes qui se mettent en place. Ça, c'est normal, c'est comme dans tout. C'est comme, je sais pas, la première fois, qu'on doit faire, une descente en ski, bah, c'est rarement la meilleure, quoi. Puis après, on s'améliore, on s'améliore. L'humain fonctionne comme ça et puis en plus, YouTube, il y a quand même un côté où c'est ludique, c'est un peu gamifié, tu vois? Genre, tu vois ta première vidéo qui décolle, la monétisation. Aujourd'hui, il y a des paliers. À l'époque, il y en avait pas, avant 2017. Maintenant, les paliers, c'est, avoir 1 000 abonnés et 4 000 heures de visionnage et hop, félicitations, vous intégrez le YPP, YouTube Partner Programme, vous êtes monétisé, tu vois? Et tout ça, en fait, bah, c'est des paliers que tu atteins. Tu es quand même hyper fier, hyper content et puis, voilà, c'est super. Moi, je le vois régulièrement avec les membres, bah, ils sont tous très, très contents, quand ils passent ces différents paliers et c'est drôle parce qu'à l'époque, ces paliers n'existaient pas et on était limite, tu créais une chaîne, tu pouvais être monétisé directement et il y avait pas cette petite victoire, quoi, tu vois? Alors Mmh. que maintenant, hop, petite victoire, YouTube te dit souvent, «Oh, cette vidéo a surperformé. Oh, félicitations, vous avez fait vos 10 000 premières vues» et cetera. Puis tu vois, comme les trophées derrière. Alors d'ailleurs, ils deviennent de plus en plus, comment on pourrait dire, radins là-dessus parce que mine de rien, maintenant, beaucoup de gens, se lancent sur YouTube, connaissent une belle réussite et du coup obtiennent des trophées. Et tout ça, ça a un coût, parce que YouTube les envoie bien sûr gratuitement. Donc tout ça, ça a un coût. Donc là, dernièrement, ils sont en train de réduire un peu la taille de certains trophées. J'ai trouvé ça quand même un peu anecdotique, mais c'est parce que notamment avec les shorts, alors les shorts, moi je recommande pas d'en faire parce que la monétisation dessus, elle est catastrophique, donc tout dépend ce qu'on recherche. Mais si vous voulez faire de l'argent avec YouTube et notamment avec le modèle, publicitaire, pour donner un ordre d'idée, hein, sur une vidéo normale, 1 million de vues, ça va être à peu près, allez, 1 500-2 000 €, d'accord? OK. 1 000 000 de vues, 1 500-2 000 €. Sur les shorts, 1 million de vues, c'est 80 € à peu près, tu vois? Donc bon, après attention, sur les shorts, c'est plus facile de faire des vues, mais c'est aussi moins long terme. Tout à l'heure, tu disais, elle était intéressante l'image que tu donnais de YouTube est une bibliothèque où on vient chercher un livre, tu vois? Bah, dis-toi que les shorts, c'est un peu plus, le flyer qu'on te distribue dans la rue, quoi, tu vois? C'est-à-dire que tu vas avoir rapidement de la visibilité, mais c'est un certain, comment dire? Mode de consommation. C'est des gens qui regardent ça dans le métro, dans la salle d'attente, ils ont pas beaucoup de temps et tu as du mal à fidéliser l'audience et derrière, je te dis la rémunération, elle est pas dingue. Par contre, tu peux vite faire, hop là, un peu de vues et des abonnés aussi. Donc ça donne envie à certains. Si vous voulez le faire, faites-le. De toute façon, le but, c'est de passer à l'action, quoi que vous fassiez, mais je le recommande pas forcément, quoi, sur le long terme. C'est très intéressant. J'avais une page, une chaîne pardon, où je faisais des shorts, et je repostais et OK. et ouais, 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 c'est vrai que c'est monté très vite, mais après j'ai arrêté parce que ma vision est long terme. Je fais des shorts quand même avec The French Bot, mais souvent Mmh. c'est des choses que j'utilise aussi sur d'autres médias, donc ça me permet de Oui, publier. quitte à créer la vidéo, tu la publies sur tous les réseaux, mais oui, je vois. Voilà et puis c'est aussi en lien avec ce que je fais, donc ça peut donner envie de voir les contenus longs, mais c'est pas du tout une métrique, effectivement que je prends en compte. Mmh. Bon bah, D'ailleurs, il y a une fonction, je pense que tu l'utilises, tu sais, sur les shorts, c'est ce qu'ils appellent vidéo similaire, tu sais? Je ah pense que tu l'utilises. non, C'est j'utilise vrai? pas. Bah, tu iras voir, mais c'est intéressant parce que si tu utilises le short, il y en a qui ont cette stratégie de dire: «Je vais mettre des shorts
format court, de manière à rediriger sur la vidéo, plus longue qui est en rapport. Et beh, tu regarderas quand tu vas dans les détails de ta vidéo, tu sais, sur, le YouTube Studio, là où tu mets titre, description et cetera. Bah, sur la droite, là où tu mets les écrans de fin sur une vidéo d'habitude, tu vois? Bah, là, tu as vidéo similaire et en fait, tu peux aller sélectionner donc parmi tes vidéos, le format long de ce short et en fait, en bas de ton short maintenant, tu auras un lien cliquable, qui va renvoyer vers cette vidéo, tu vois? Ils appellent ça vidéo similaire, tu regarderas. OK, c'est génial. J'avais fait un short sur Nano Banana et j'ai fait la version longue, donc ça peut être intéressant, ouais, de mettre en lien ces 2. Ouais, clairement. OK, super. Allez, question rapide, Hervé. Donc petit Alors quiz. ça, j'aime pas trop parce que moi qui réfléchis beaucoup à ce que je dis, Bah, là, tu me dis pas ça tu difficile. vas Allez, let's donc go. c'est mon rôle Allez, mec, j'éteins. d'animateur de vraiment être, là, je veux des réponses rapides. Si tu devais garder un seul outil IA, ce serait quoi? Là, comme ça, c'est très compliqué parce qu'ils ont tous leurs fonctions. Bah, éventuellement ChatGPT parce qu'on peut faire des images avec. Donc c'est un peu la parade pour en avoir, 2 en un. Parce qu'aujourd'hui, le modèle de langage quand même, c'est tellement Mmh. c'est tellement polyvalent alors qu'avec, bah, un modèle qui fait des images, tu vas faire, des images, quoi. Oui, Donc je dirais, allez, ChatGPT tout de suite. ChatGPT. OK. Quelle tâche tu ne délégueras jamais à l'intelligence artificielle? C'est affreux. La gestion de la comptabilité. OK, d'accord. Si un créateur, s'il te demande aujourd'hui, enfin, si tu y démarres aujourd'hui, pardon, tu lui dis IA d'abord et compétences YouTube en premier. Je répète, si un créateur Oui, oui, non, mais j'ai compris. ah OK, super. Bah, je pense qu'en effet, plutôt compétences parce que ça va me faire penser à ces personnes. On en a certains parmi les membres, tu sais, qui sont des développeurs de base et eux, directement, ce qu'ils veulent faire, c'est automatiser la production avant même d'avoir, une chaîne qui commence à donner des résultats, tu vois? Donc Ouais, moi, je dis au début, vaut mieux faire à la main, vaut mieux acquérir, comme tu disais, des compétences d'accord. et puis une fois que la machine est lancée, là, oui, tu vas chercher à optimiser, notamment avec de l'IA qui va peut-être, te faire, beaucoup de tâches à ta place, quoi. Donc pour moi, compétences d'abord et après on automatise, on délègue avec, de l'IA, quoi. Après attention, quelqu'un qui veut faire, des miniatures, aujourd'hui, il va peut-être pas falloir qu'il fasse, comme moi à l'époque, un BTS design graphique pour apprendre à maîtriser tout Photoshop pour derrière faire du nano banana, tu vois? Mais je pense, qu'il faut quand même avoir un minimum connaissance de, ce qu'on cherche à faire pour le déléguer efficacement. Tu sais, c'est un peu comme quelqu'un qui ne saurait pas du tout faire une rédaction et qui va utiliser ChatGPT pour le faire. Si tu as aucune connaissance de ce que tu fais, comment savoir si c'est bien, si c'est pas bien, tu vois? Le cerveau derrière tout ça, ouais. Qu'est-ce que tu dirais en une phrase à ceux qui sont réfractaires à l'utilisation de l'intelligence artificielle, que ce soit sur YouTube ou hors YouTube? Bah, je dirais que dans tous les cas, c'est exactement la direction qu'on prend. Donc vous pouvez être pour, vous pouvez être contre. Maintenant, moi, ça me fait un petit peu penser aux commerçants, il y a, 15 ans qui te disaient: «Non, mais Amazon, ça va pas marcher. Les gens ont besoin de ce contact, de venir en boutique acheter leurs produits». Bon, bah, voilà, voyez où on en est aujourd'hui. Moi, je pense qu'au contraire, ça redistribue complètement les cartes. Après, l'humain n'aime pas le changement, hein, c'est normal. Puis, on a tous envie de facilité. Quand on a en plus de ça des compétences qu'on a mis des années à acquérir et que demain, tu as un petit abonnement pour 20 € qui fait l'équivalent, je comprends la frustration. Mais il faut plutôt le voir comme un outil. Et moi, je le vois des graphistes avec qui je collabore. Bah, avant, ils arrivaient à abattre un certain nombre de tâches par semaine. Maintenant, ils font 5, 6, 7 fois plus avec des petits abonnements à 20 €. Donc, en fait, ça te fait monter de niveau, quoi. On devient des super humains un petit peu parce qu'on est accompagné de l'IA. Donc franchement, renseignez-vous bien aussi. Je pense que les gens qui n'aiment pas ça, peut-être n'ont pas bien compris exactement le plein potentiel et comment ça fonctionne. Quand on comprend vraiment comment les utiliser, bon, ça devient et dites-vous, comme on l'a dit juste avant, il faudra toujours, je pense quand même, un humain pour superviser, pour apporter du conseil. On a besoin aussi de ce contact un petit peu, tu vois? Mais soyez pas contre l'IA, quoi. Ouais, j'adore, expliquer, aux gens qui peuvent être réfractaires ou au contraire, qui ont peur d'être, remplacés, si on peut dire. Je leur dis Ouais, bah, oui, explique oui. Mmh. que, c'est pas l'intelligence artificielle qui va vous remplacer, c'est l'humain qui utilise l'intelligence artificielle. Ouais, C'est c'est ça. et Mmh. c'est génial de penser comme ça parce que tu l'as dit et on voit que tu as une réflexion qui est vachement poussée
et que je pense que tu prends du temps à réfléchir et cetera et que tu es pas simplement dans l'action, c'est que, Mmh. l'intelligence artificielle sans, y mettre notre cerveau, sans comprendre ce qu'on fait, ça ne vaut rien. En fait, il faudra toujours mettre, notre part de réflexion dans le contenu qui est délivré. Il faudra toujours mettre notre part de réflexion dans la création du contenu, c'est-à-dire quelle requête on va lui demander, le contexte qu'on va lui fournir. Donc il y a vraiment tout un travail à nous, futurs humains, augmentés par l'IA, à se former et à être un esprit critique et des fois à mettre des barrières. Moi, je mets une barrière sur, Mmh. tu vois, je n'écris pas, de texte, pour mes amis avec l'IA. Je le fais, avec Oui. mes propres mots. Si j'ai des besoin de m'exprimer avec mon papa, Oui, oui, c'est et vrai. j'ai une lettre à lui faire parce que je l'aime et que j'ai envie de lui montrer, Mmh. je vais pas prendre l'IA et donc il y a des ré on est responsable de ce qu'on va faire. Il faudra mettre des barrières à cette entrée dans l'IA dans nos vies perso aussi, quoi, voilà. Bien sûr. Non, mais moi, ouais, je pense que c'est juste, comme tu dis, un super outil. Par contre, là où je pense qu'il va y avoir quand même une grosse fracture, ça va être les gens qui vraiment l'utilisent depuis des années. Tu vois que ça fait partie, comme moi, hein, de leur quotidien. Tu vois, bah, pour te dire, regarde, bon, j'ai plein de notifs, donc je peux pas trop, je vais te montrer plus ça. Tu vois, rien que sur le téléphone, en haut, direct, ChatGPT, tu vois. Mmh. Et voilà, je peux directement, hop, j'ai une image à lui envoyer ou quoi que ce soit. Et donc, tu as les humains, si je puis dire, attention, qui vont être un peu augmentés avec l'IA, genre qu'on voilà, la connaissance de l'humanité presque dans une main en un clic et cetera. Et puis tu as ceux qui ne l'utilisent pas, qui ne veulent pas en entendre parler, qui n'aiment pas ça. Autant maintenant ça va parce qu'on cohabite un peu dans le même monde, mais j'ai peur que dans 5 ans, 10 ans, il y ait vraiment 2 manières, presque de «vivre» entre guillemets, tu vois? Entre ceux qui vont vraiment, faire leurs petites recherches sur Google comme on faisait à l'époque et ceux qui en une seconde, ils ont la réponse et puis je te dis ça évolue tellement vite, c'est même imprévisible de savoir dans quelques années où on en sera. Donc moi, je dirais, je le vois un peu, tu vois, avec ma mère qui est pas du tout à jour dans la technologie et elle a pas voulu se mettre à l'époque au téléphone et cetera. Aujourd'hui, il y a une vraie fracture, quoi, là-dessus, tu vois? Les gens qui se sont pas mis à internet et cetera et ouais, je pense que ça devient très, très important, surtout pour les gens qui sont dans les nouveaux métiers où c'est que là, ça bouge hyper vite, quoi. Merci. Dans 3 ans, on en est où de la création de contenu sur YouTube? Comment ça va évoluer? Donc là, je te demande d'être, madame Nirma et de voir Ouais, je sens ma boule de cristal. exactement. C'est vrai que tu disais et tu viens de le dire à l'instant, c'est difficile de se projeter, mais là, on va faire l'exercice dans 3 ans. Hervé, YouTube, ça donne quoi avec l'IA? Alors, je pense que, même si beaucoup disent qu'avec l'IA, on tend vers, du contenu qui fait n'importe quoi, que c'est pas qualitatif, tout ça, je pense qu'en effet, YouTube va toujours continuer de durcir les règles pour pas être submergé, inondé de contenu, médiocre, tu vois? Mais on va arriver sur du contenu, bah, au contraire, ce qui va sortir de ça et je le vois déjà, hein, sur des chaînes, reportages, documentaires. Non, mais là, tu as des trucs de fou. Des documentaires sur les dinosaures, c'est super bien fait, c'est sourcé, on a des belles images, des beaux visuels. C'est encore mieux que les documentaires que tu voyais sur Arte où tu avais une espèce de 3D un peu bof bof. Là, c'est hyper propre, tu vois? Et donc je pense qu'on va vraiment tendre vers de plus en plus de qualité, vraiment de A à Z. Comme tout en fait, tu as des chaînes qui vont faire n'importe quoi, mais à terme, c'est un peu ceux qui passent entre les mailles du filet et eux, ça finira nettoyé, ça disparaîtra et je pense qu'il va vraiment rester des très, très belles chaînes où c'est que derrière, à l'époque, pour avoir ce genre de chaîne, il aurait fallu avoir des acteurs énormes, qui ont des moyens financiers énormes et maintenant ça sera, le petit gars chez lui, qui a peut-être même installé, un modèle, sur sa machine qui tourne en local et qui pourra produire, juste, gratuitement, si ce n'est, payer un peu d'électricité, tu vois? Donc, je pense qu'on va vraiment aller vers du contenu de plus en plus qualitatif. Par contre, là où je saurais pas trop répondre, ça va être, tu sais, tous ces modèles qui maintenant te permettent de créer des avatars. Tu le disais juste avant, avec du notebook, maintenant on peut faire, on peut faire, des podcasts, sans humain, mais ça reste de l'audio. Mais ça se trouve, peut-être même que plus tard et ça par contre, je trouve ça un peu dommage et je sais pas comment on va trouver des parades à ça, mais on trouvera sûrement. Mais c'est vrai que demain, là, qui te dit qu'un podcast comme ça sera pas juste, 2 IA qui communiquent et voilà quoi, tu vois? Parce que là, pour le coup, ça commence à être de plus en plus, bien fait. Encore une fois, à l'époque, ça faisait un peu rire, les mecs, ils avaient un côté un peu, tu sais, personnage très lissé, on voyait que c'était pas des vrais humains. Là, quand même, Mmh. commence à se rapprocher de plus en plus, du photoréalisme de dingue, quoi. Je sais pas trop ça, comment ça va évoluer et je commence à déjà le voir. Alors moi
j'ai un peu l'œil forcément, je le remarque, mais tu sais des pubs, je sais pas si tu as déjà vu passer des pubs sur les réseaux ou quoi, sur Insta, tout ça, où c'est qu'en fait, c'est des fausses interviews dans la rue et c'est simplement du VO3 derrière quoi, tu vois? Et là, tu te dis: «Bon, ça devient un petit peu compliqué parce que déceler le vrai du faux, je sais pas trop vis-à-vis de ça», tu vois? OK, OK. Il y a aussi, mimétisme, labial. Il y a un youtubeur américain que je suis, qui propose en fait, c'est un peu des actualités, hein, donc des choses assez simples, mais qui a toute une chaîne comme ça automatisée où, il a, son visage qui s'exprime, légèrement et c'est un labial qui bouge. Alors tu le vois direct OK. tu vois direct que c'est de l'IA, mais ceci étant, en fait, tu prends l'information, derrière il y a toute une création visuelle. En fait, pour te tenir informé, ça peut des fois être, voilà. En tout cas, il y a quelques chaînes comme ça qui commencent à tomber, sur ce sujet. Et merci énormément Hervé. Où est-ce que, quel est le canal principal, vers lequel on peut orienter les gens qui veulent en savoir plus sur ce que tu fais? Ouais, alors, bah, YouTube, tu t'en douteras, c'est vrai que c'était un peu paradoxal de parler de YouTube sans avoir une présence sur YouTube en tant que telle et me montrer. Donc c'est vrai que moi, 2023, quand je lance cet accompagnement du coup qui s'appelle YT, Business, bah, je suis un peu quand même obligé, je me dis, de me montrer. Et d'ailleurs, je vais longtemps peser le pour et le contre. Est-ce que vraiment le fait de sortir de l'ombre, de m'exposer comme ça sur les réseaux, est-ce que c'est intéressant au final? Est-ce que je passe pas juste pour, je sais pas, un guignol, tu vois? Un petit peu, qui est là, qui va raconter des choses et puis au final, beh, ça a été très bien accueilli. Aujourd'hui sur la chaîne principale, comme je disais, on est à plus de 65 000 abonnés. Une communauté, je pense, très éveillée, très sérieuse, tu vois? J'ai lancé donc d'autres chaînes par rapport à ça. Il y a donc la chaîne principale, c'est tous les dimanches un tutoriel, on l'a déjà dit. Après, j'ai lancé il y a quelques mois, une chaîne de podcast, d'interviews. Donc là, ce sont, beh, principalement les membres que j'accompagne, qui viennent dans cette émission et qui présentent à la fois leur parcours, qui ils sont, mais surtout leurs résultats. Donc ça, je trouve ça, bah, super au niveau échange de valeurs parce qu'on voit un petit peu qui ils étaient avant et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font avec YouTube. Donc pour certains, c'est une source complémentaire de revenus et c'est très bien. Et puis pour d'autres, bah, c'est vraiment devenu leur activité principale. Et puis toujours pour avoir un peu plus de transparence, parce que c'est vrai que la chaîne de tutoriel, je suis exactement dans ce décor-là. Donc je suis dans un studio. Les podcasts, pour la plupart, c'est aussi dans un studio. Je me suis dit, tiens, excuse-moi, va falloir arrêter le podcast, ça dure trop. Attends, je vais boire un petit coup. Hop. Et du coup, bah, j'ai lancé une troisième chaîne, tu vois? Qui peut le plus, peut le moins. Du coup, troisième chaîne où cette fois-ci, bah, c'est pour montrer un peu plus mon quotidien justement, que je sois en dehors de ce studio et qu'on voit un petit peu donc, ma vie de famille, quand je suis avec des amis, quand je suis en déplacement. Qu'on voit aussi comment je gère un petit peu les membres de l'accompagnement. Donc, tu es là, à côté de moi, avec la petite caméra et tu vois un peu mon quotidien et donc ça, c'est une chaîne de vlog, c'est la troisième chaîne. Bon, on mettra peut-être pas trop de réseaux, on mettra juste la chaîne principale, mais n'hésitez pas à être curieux, à vous balader sur cette chaîne, sur la home page ou autre, parce que je mentionne mes autres chaînes et puis enfin, dernière chose aussi, j'ai pas beaucoup d'autres réseaux après, mais celui-ci, il est important, c'est, mon compte Instagram où c'est que je suis actif là, pour le coup, depuis 2017. Donc tu vois, c'est quelque chose que j'ai lancé pour partager juste mon quotidien. À cette époque-là, j'avais pas d'accompagnement. L'accompagnement est arrivé en 2023 et du coup, beh, déjà là, on voit mon évolution, mon parcours, les trophées YouTube que je recevais parce que ceux avec la vitre alors attends, hop, ceux-là, tu vois, YouTube a arrêté de les distribuer en 2017. Après, c'était fini. Sûrement parce qu'il y avait un peu trop de casse et ils les ont remplacés par, hop, alors attends, tac, tout est inversé, par ceux-là, tu vois, qui sont, juste ici, là, en bas. Ouais, je les vois. Tac, ça et du coup, bah, c'est intéressant, mine de rien, de voir un petit peu cette évolution d'un petit gars qui, vient en Andorre, bon, qui a des chaînes qui marchent un petit peu et puis qui grossit, grossit, grossit et puis tu vois la rénovation des appartements, tout ça. Enfin bref, voilà, aujourd'hui, je dirais que mon Instagram, c'est un peu mon CV. En Ouais. plus de ça, il a été lancé, longtemps avant l'IA. Les posts sont datés, les stories épinglées sont datées et pour moi, ça a beaucoup de valeur. Parce que comme on le disait juste avant, avec l'IA aujourd'hui, un petit coup de nano banana et tu te retrouves en business class, dans un avion quoi, tu vois? Donc bon, quand même, savoir qu'il y a des photos qui ont, déjà, presque 10 ans quoi, 8 ans, c'est plutôt pas mal. Voilà. OK, super. Merci, merci infiniment Hervé et puis, j'invite, Ah bah, avec plaisir. notre audience à regarder ce que tu fais, c'est super intéressant. Je t'ai contacté par Instagram, donc je vous invite aussi à regarder sur cet aspect-là. Quant à vous qui nous suivez, si vous êtes un chef d'entreprise et que vous souhaitez être accompagné justement sur
les outils d'intelligence, que vous êtes un peu perdu, que vous, vous questionnez, que vous ayez besoin d'un plan stratégique, ben, on a, sur la partie Instagram ou même en commentaire, je le mettrai, un coaching de 30 minutes qui vous permet tout simplement, bah, de faire le point, sur les outils qu'on peut mettre en place, mais aussi, une vue stratégique, des outils à implémenter dans votre entreprise. Ça, c'est du coaching, long terme. Donc je vous invite à prendre ce petit appel et puis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Ça nous permet, bah, nous, de prendre du temps, d'interroger des gens, hyper intéressants comme Hervé, et puis un petit like, je le pense sincèrement et puis un petit commentaire qui nous permet, bah, de booster un peu le la page. Merci Hervé, je te dis, à très vite. Eh beh, au plaisir. Salut. Salut.